Bonsoir à tous, bienvenue dans le 7-8 journal sur TV78, le tour de l'actualité locale en 26 minutes. Tout de suite, les titres de ce mardi 13 février. Un événement dédié aux professions en uniforme. La Cité des métiers de Saint-Quentin en Yvelines organisait aujourd'hui une journée d'information. Rendez-vous tourné vers les secteurs de la défense et de la sécurité publique, en présence notamment de l'armée, de la police et de la gendarmerie nationale. Reportage. L'hiver, une période dangereuse sur les routes. Conduire sur des axes glissants, voire enneigés ou verglacés, peut ressembler à un véritable parcours du combattant. Quel comportement et réflexe faut-il adopter au volant? Nous sommes allés glaner quelques conseils au circuit Jean-Pierre Beltoise à Trappes. Et puis là, justement, Trappes, ou plutôt son club de basket dans la peau. Michel Allard est notre portrait de la semaine. Victime d'un AVC en 2009, cet homme de 78 ans a pu réaliser son rêve, revoir en match son équipe de cœur dont il a été joueur puis entraîneur. Et puis deux invités également avec moi dans ce journal. Alain Longérinas, secrétaire départemental de Debout la France dans les Yvelines. Il viendra nous parler de l'actualité du parti sur le territoire. Et l'artiste peintre de Buc, Jean-Claude Loubrier, qui participe une nouvelle fois au salon Art Capital au Grand Palais à Paris. C'est à suivre dans cette édition. 1000 jeunes recrutés par an en Ile-de-France par la police nationale. Les professions de l'uniforme embauchent. Je vous le disais dans les titres, la Cité des métiers de Saint-Quentin en Yvelines organisait aujourd'hui mardi un forum d'information, événement dédié au secteur de la défense et de la sécurité publique. Une trentaine de professionnels étaient présents sur place. Camille Lambert et Quentin Lefrère. On a toujours une espèce de rubalise pour délimiter, pour éviter que tout le monde se balade sur la scène. Analyser une scène de crime, relever des empreintes. Loin de l'image véhiculée par les séries télé, Emmanuel montre la réalité quotidienne de la police scientifique. Et de faire ce qu'on appelle des recherches de traces, donc en général de doigts ou d'ADN, au niveau des vols par effraction, des petits cambriolages. Souvent, les jeunes sont attirés parce qu'ils pensent qu'on peut faire du terrain, trouver tout de suite des scènes assez impressionnantes où ça va amener de la gloire et interroger les suspects, etc., ce qui n'est pas du tout le cas de notre métier. Nous, aujourd'hui, c'est vraiment segmenté. Il y a des personnes qui vont faire des prélèvements, des personnes qui vont faire les analyses et des personnes qui vont faire l'enquête. Un forum pour découvrir et comprendre les métiers liés à la sécurité. Lycéens et collégiens se sont rendus à la Cité des métiers de Saint-Quentin en Yvelines pour s'informer. Je suis au JSP depuis 2 ans déjà et je voulais m'orienter plus tard pour savoir comment faire pour être pompier professionnel dans l'armée. On a convié une trentaine de professionnels qu'on peut rencontrer aujourd'hui, issus de 10 corps de métier. Donc on est parti quand même du besoin de 2 de ces corps de métier, les services pénitentiaires et la police nationale, qui nous ont contactés pour nous faire part de leurs difficultés de recrutement. Cette année, la police nationale espère recruter 1000 jeunes sans condition de diplôme. En France, plus de 3000 gardiens de la paix et 2000 surveillants pénitentiaires sont recherchés. Dans l'actualité également, pour eux, il s'agit d'une forme de sélection cachée. Une vingtaine d'étudiants a manifesté ce matin devant le bâtiment des sciences de l'université Versailles-Saint-Quentin en Yvelines. Ils protestent contre la nouvelle plateforme d'admission Parcoursup. À l'appel de plusieurs syndicats, dont l'UNEF, les jeunes ont aussi pris la parole lors du conseil d'administration de l'université. Un conseil qui fixait les capacités d'accueil de chaque filière pour la rentrée prochaine. Réaction recueillie par Mickaël Elmidoro et Nicolas Kirillowitz. Le plan étudiant qui est en train d'être mis en place, toutes les filières qui sont en tension, c'est-à-dire où le nombre de places est inférieur au nombre de demandes, auront le droit de sélectionner comme elles veulent, de manière complètement arbitraire, sur des critères qu'elles décident en toute opacité. Et avec le vote des capacités d'accueil, les universités, elles organisent de pouvoir mettre la sélection en place dans les facs en rendant leur propre filière sous tension, en diminuant le nombre de places. Et donc là, il y a pas mal de filières où justement le nombre de places il diminue, où il y a moins 50 personnes dans certaines filières, moins 100 dans d'autres, et très peu d'augmentation. Et donc nous, on vient pour protester contre ça. Elle a fait son retour, la neige est tombée à nouveau cet après-midi dans les Yvelines sans grandes conséquences cette fois-ci. Rappelez-vous, la semaine dernière, l'épisode neigeux puis le verglas avait causé de grosses perturbations sur les routes. Conduire l'hiver, un exercice difficile sur des axes souvent glissants. Alors quel comportement adopter au volant? Patrick Jacques de Dixmude et Mickaël Elmidoro se sont rendus au circuit Jean-Pierre Beltoise à Trappes. Neige, verglas, température glaciale, l'Île-de-France est marquée par de nombreuses intempéries depuis 2 mois. Nous allons vous donner quelques conseils pour rouler sur la route en toute sécurité. À mes côtés, Stéphane Panepinto. Stéphane, est-ce qu'il y a des conseils faciles à appliquer quand on prend le volant? La première chose à faire, c'est déjà de s'assurer d'avoir une voiture en bon état de marche, avec de bons pneus, de bons éclairages qui fonctionnent, une bonne visibilité, du lave-glace,
pour pouvoir nettoyer son pare-brise et de bons essuie-glaces. Et après, je pense aussi qu'il faut être à l'aise, c'est ça pour Il faut être à l'aise, donc enlever ses vêtements, en tout cas son blouson, pour pouvoir être à l'aise dans ses mouvements et pouvoir gérer facilement les éventuels problèmes. Bon, c'est parti ? On y va. Allez, on y va. Voilà. On va se concentrer sur la route, on regarde loin devant soi. Il est important de savoir que le regard conditionne le geste. Donc plus on va regarder loin, et mieux on anticipera les problèmes. On regarde toujours l'endroit où on veut aller. C'est vraiment essentiel. On regarde aussi les voitures qui sont devant nous, de façon à pouvoir anticiper ce qu'elles vont faire. Et là... Voilà, on voit qu'on glisse un petit peu parce qu'on a des patins, c'est ça, sur les voies arrière. On a des roulettes à l'arrière, donc du coup, on a une petite sensation de glisse, un peu comme sur la neige, vous voyez. Il y en a certains qui l'ont vécu, les problèmes sous la neige. Ouais, malheureusement, il y en a certains qui l'ont vécu, donc il faut vraiment, c'est la chose primordiale. On est vraiment sur un contexte un peu compliqué. Il faut gérer un peu tout ce qui se passe. Il faut gérer le comportement inhabituel de la voiture, donc de glisse. Ouais. Et tout ça, c'est vraiment des difficultés. Déjà, on n'a pas l'habitude d'apprendre en auto-école. Voilà, donc là, je regarde tout de suite à gauche pour essayer d'emmener ma voiture là où je veux, donc je passe bien. Bon, c'est vrai que ça va pas vite, mais il faut savoir qu'il y a la difficulté des roulettes à l'arrière. Faut pas rouler vite sous la neige. Faut pas rouler vite. 10 km/h, 15 km/h. Ouais, on a pu constater dernièrement qu'au-delà de 20 km/h, on était vraiment à une limite. Donc, vaut mieux toujours rouler en deçà et éventuellement accélérer si besoin, plutôt que d'avoir envie de freiner et de ne pas pouvoir le faire. Par exemple, un freinage. Si je roule là, je suis à 10-15 km/h. Si je dois freiner, voilà, je fais un freinage progressif de façon à ne pas bloquer les roues. Alors merci Stéphane pour tous ces conseils. Alors pour synthétiser, il faut être certain que sa voiture soit dans un bon état de fonctionnement, s'assurer de bien mettre sa ceinture de sécurité, regarder loin devant soi pour pouvoir anticiper tout ce qui peut se passer, ne pas utiliser son smartphone pour rester bien concentré et avoir une conduite douce, des freinages doux pour ne pas bloquer les roues et ne pas glisser. Merci beaucoup Stéphane et bon courage à tous ceux qui sont sur la route. Et on remercie le circuit Jean-Pierre Beltoise de nous avoir accueillis pour cet exercice. On ouvre à présent une page politique avec cette visite hier lundi. Delphine Gény-Stéphan s'est rendue dans les Yvelines en compagnie du député Jean-Noël Barrot, la secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie et des finances est d'abord allée à l'IUT de Vélizy, rencontre avec les startups Poletcom et Girolift. Le déplacement s'est poursuivi ensuite à la CCI Versailles-Yvelines, dialogue avec la communauté des financeurs du territoire. Le but c'est d'échanger sur la situation des entreprises et leurs conditions de financement. Le département, un excellent laboratoire pour Jean-Noël Barrot. Écoutez-le au micro de Patrick Jacques de Dixmude. Oui, je pense que c'est un bon laboratoire et qu'il y a beaucoup de choses à apprendre, comme je le disais, notamment sur la question de la conversion de la recherche, de la recherche publique dans les entreprises innovantes. Je crois que là, il y a un gros sujet. Et puis, on a aussi les grandes entreprises qui sont très impliquées dans la question de l'association de leurs salariés à la vie de l'entreprise et à la participation des entreprises. Donc, par exemple, on a Laurent Legendre qui, à Airbus, a travaillé sur ces sujets-là. Et donc, je pense que tout ça est très intéressant. Delphine Gény-Stéphan qui va se servir de ces échanges pour rédiger le projet de loi du pacte, le plan d'action pour la croissance et la transformation des entreprises. Politique toujours avec un invité qui m'a rejoint en plateau, c'est Alain Longérinas. Bonsoir. Bonsoir Grégory. Vous êtes le secrétaire départemental de Debout la France dans les Yvelines. On va parler de l'actualité de votre parti alors qu'un conseil national s'est tenu au mois de février. Plusieurs d'ailleurs décisions ont été prises lors de ce conseil. Déjà localement dans les Yvelines, début d'année 2018 animé avec une nouvelle équipe sur le territoire et vous venez d'ailleurs de la présenter, cette nouvelle équipe. Tout à fait. L'équipe yvelinoise en fait est tout à fait représentative de ce qui est devenu le parti Debout la France aujourd'hui, c'est-à-dire des gens qui historiquement ont soutenu l'action de Nicolas Dupont-Aignan quand il a fondé Debout la République. D'accord. Et ensuite toute une vague de nouveaux adhérents, parce qu'il y a beaucoup de nouveaux adhérents qui rejoignent actuellement le parti, qui viennent grossir les rangs et qui viennent s'impliquer
pour mettre en avant, défendre les idées qui sont défendues par Debout la France. Donc des anciens, comme Sylvia Contaloupi, qui est notre présidente d'honneur au niveau de la Fédération des Yvelines, et moi-même, on va dire, représentant de cette nouvelle vague. Je n'avais jamais fait de politique avant de rejoindre Debout la France, mais devant ce qui s'est passé, l'élection d'Emmanuel Macron et toutes les conséquences qu'on est en train de commencer à mesurer aujourd'hui, donc j'ai décidé de m'engager, et il s'est trouvé que Nicolas Dupont-Aignan a bien voulu me confier les destinées de Justement, la en fédération. 2017, pour Debout la France, si on revient sur les législatives, le parti a obtenu 1,45% au premier tour des législatives en juin dernier dans les Yvelines. Le parti encore peu représenté dans le département. Quelle stratégie là, vous allez mettre en place sur cette année? Quelles actions sur ce territoire des Yvelines? Alors déjà, ce qu'il faut également rappeler, c'est qu'il y a eu une élection législative partielle qui nous a donné à 4,3%, et c'est tout à fait représentatif de l'évolution qu'on connaît. Les premiers sondages également pour les échéances européennes nous donnent à 6%, ce qui enverrait 5 ou 6 députés européens Debout la France au Conseil européen. On rappelle, les élections européennes sont en 2019. Oui, tout à fait, l'an prochain. Donc l'idée aujourd'hui, effectivement, il y a eu tout un plan d'action qui a été mis en place, qui ont été en partie présentés au Conseil national. Et donc l'idée pour l'équipe des Yvelines, c'est de relayer cette action, de faire connaître notre programme, parce qu'on va être aussi et surtout un parti de propositions, et surtout pas se cantonner à simplement critiquer l'action actuelle du gouvernement. On pense que les choses peuvent être bien faites au bénéfice du plus grand nombre, en procédant différemment, que ce soit à l'échelon européen ou à l'échelon national. Au niveau national, justement, le président du parti de Debout la France, Nicolas Dupont-Aignan, a recueilli, on rappelle, 4,70% des voix au premier tour des présidentielles. Plus d'1 million de Français ont mis un bulletin Nicolas Dupont-Aignan dans les urnes. Une année 2017, finalement, on peut le dire, chamboule tout sur le niveau politique avec l'élection d'Emmanuel Macron. Qu'est-ce qui a été dit lors du Conseil national? Est-ce que l'idée, c'est de profiter de cet élan de renouveau des pratiques politiques, incarner une opposition crédible face au gouvernement? Absolument. Alors pour ça, Nicolas Dupont-Aignan a lancé une association qui s'appelle les Amoureux de la France. Avec Jean-Frédéric Poisson tout dans à fait. les Yvelines. Également Emmanuel Ménard, également Monsieur Dhuicq, qui est un ancien député Les Républicains, qui était encore député juste avant les élections qui viennent de se dérouler, maire de Brienne-le-Château. Donc une figure politique connue et importante, et qui a même rejoint Debout la France en entrant lui-même au Conseil national chargé des questions de défense. On entend souvent un mot revenir, c'est dans beaucoup de bouches, c'est le mot de patriote, notamment celle de Nicolas Dupont-Aignan, qui a dit chez nos confrères d'RTL récemment, l'union des patriotes et des républicains est la seule alternative possible. Ça veut dire quoi? C'est une union de la droite entre tous ceux qui se réclament patriotes? Alors, finalement tous ceux qui ne se reconnaissent pas dans une Europe fédérale, mais qui se reconnaissent dans une belle Europe des nations souveraines. D'ailleurs, on constate que ce qui fonctionne le mieux au sein de l'Union européenne, qu'on combat dans sa forme actuelle, c'est justement, ce sont les projets qui sont menés par un nombre réduit de nations et très concrets. Donc nous, ce qu'on veut, c'est prolonger ça et proposer lors des prochaines élections, effectivement, en s'appuyant sur, alors non pas un rassemblement simplement des forces de droite, mais tout simplement des amoureux de la France. Est-ce que ça peut aller vers une union, par exemple, avec Florian Philippot, qui a lancé son parti des Patriotes, son mouvement des Patriotes? Pourquoi pas, c'est pas du tout exclu. Par contre, il n'y aura pas d'alliance à deux. On souhaite dans ce cas-là rassembler le plus largement possible. Et il y aura dans ce cas-là des représentants des Républicains ou des représentants du Front National. Mais il n'y aura pas d'alliance à deux, soit d'un côté, soit de l'autre. Parce que d'un côté, on aurait des Républicains qui penseraient que en fait, Debout la France pourrait devenir l'UDI de la droite, ce qui n'est absolument pas le cas. Et une alliance uniquement avec le Front National de Marine Le Pen. Alors, je précise aussi qu'il n'a jamais été question d'une alliance avec le Front National de Jean-Marie Le Pen. Donc le Front National de Marine Le Pen, ça ne serait pas forcément une bonne chose pour Debout la France, et auquel cas on cherchera à rassembler au niveau des citoyens, donc le plus largement possible, autour d'un beau projet pour une belle Europe. Et merci Alain Longérinas d'avoir été avec nous. Écoutez, merci beaucoup. Et
Et je rappelle, vous êtes secrétaire du parti Debout la France dans les Yvelines. Merci d'avoir été avec nous. Autre sujet à présent, c'était le dernier jour hier de la chasse sur les 680 hectares de la forêt de Port-Royal. Ce lundi, une battue encadrée par l'Office national des forêts qui permet de réguler les populations de sangliers et de chevreuils s'est tenue. Nicolas Dandry est allé suivre la traque des chasseurs durant la matinée. Attention, certaines images de ce sujet peuvent heurter la sensibilité de certains téléspectateurs. Il est 10h à la maison Amarillade au cœur de la forêt de Port-Royal. Une trentaine de chasseurs écoutent les consignes de sécurité. Les déplacements en véhicule, même sur la propriété, se font avec les armes dans les housses ou démontées. Gilet orange, corne d'appel, mirador, des outils utilisés pour la sécurité de tous. On prend nos miradors parce que vu que c'est une forêt périurbaine, on a obligation d'installer des miradors. Donc chaque posté sera sur un mirador. Après l'installation des miradors, la chasse peut commencer. Un quota réglementaire de 13 chevreuils est fixé. Pour le sanglier, c'est illimité. Les chasseurs sur les miradors attendent les animaux, les autres vont les traquer. Ensuite, on va traquer tous ensemble, on va se raligner sur le chemin et on va repousser directement sur les postés qui sont là à peu près 1 kilomètre. Là. Regarde, un chevreuil qui va sauter la ligne. Regarde là, regarde, tu le vois. Regarde, il va sauter le chemin. Voilà, ça permet, là l'annonce, ça permet de prévenir pour les postés qu'il y a un chevreuil qui est sorti de la traque. Regarde, sanglier. Si ce sanglier tente de se cacher, d'autres traqueurs ont repéré une compagnie. La chasse se poursuit dans une autre partie de la forêt et cette fois-ci, l'annonce du sanglier mort retentit. Le sanglier a chargé quand même les chiens et donc les deux traqueurs, vu que le sanglier était aux fermes, Olivier avec Laurent, ils l'ont tiré là dans les ronces, il était acculé. Avec un premier sanglier abattu, la chasse n'est pas terminée, la battue continue tout au long de la journée. Culture à présent, 2000 artistes qui exposent pendant 5 jours. La 12e édition du salon Art Capital se tient à partir de demain. C'est sous la verrière du Grand Palais à Paris et c'est jusqu'à dimanche. On pourra y retrouver des talents confirmés ou en devenir, notamment un Yvelinois originaire de Buc. C'est Jean-Claude Loubrier. Bonsoir. Bonsoir, Grégory. Artiste peintre donc, et vous êtes également un ancien sportif de haut niveau. On aura l'occasion d'en parler dans cette interview. Alors vous exposerez à Art Capital un tableau, portrait de Dorine Bourneton, une véritable battante. C'est la première femme handicapé à devenir pilote de voltige. Déjà sur le salon, c'est votre 4e participation. Absolument. Pourquoi faut-il y être à Art Capital ? Tout simplement parce que c'est l'une des plus grosses expositions et puis c'était un rêve, j'y allais souvent et j'avais toujours envie de participer et puis voilà, je réalise mes rêves, voilà, tout simplement. Alors le programme sur ces 5 jours, on imagine exposer, se faire connaître, c'est aussi peut-être échanger avec les autres artistes ? Absolument, absolument. Alors, votre tableau exposé, c'est un portrait, je l'ai dit, de Dorine Bourneton. Alors, cette femme est devenue paraplégique après un accident d'avion en 1991, seule survivante à 16 ans de ce crash. Tout à fait. Ça ne l'empêchera pas 4 ans plus tard de passer son brevet de pilotage. Aujourd'hui, elle est pilote de voltige. Pourquoi avoir choisi Dorine Bourneton pour ce portrait ? Tout simplement, je l'ai rencontrée en 2016. Elle faisait la promotion de son livre. En fait, j'avais été invité par une dame qui s'appelle Mathilde Nanteuil. Et en fait, elle m'a proposé de venir la voir et lui dire... elle m'a dit qu'il fallait absolument que je l'aide. En fait, j'ai discuté avec elle et puis on avait plein de choses en commun, entre autres le défi. Et puis spontanément, je lui ai dit écoute Dorine, ça te dit pas que je t'expose en 2018 au Grand Palais ? Je lui ai dit je sais pas si j'y arriverai, mais on peut toujours essayer. Voilà. Qu'est-ce qui vous a touché dans son histoire ? Écoutez, une sportive comme ça, paraplégique, sachant que le handicap, c'est vraiment très difficile de se déplacer. Il y a beaucoup de choses qui sont difficiles pour eux, quoi. J'ai voulu a permis à d'autres personnes de se lancer dans l'aviation. Elle ouvre la voie, oui. J'ai voulu l'aider absolument, quoi. Et puis ça me faisait énormément plaisir, quoi. Très bon sujet. Alors, sur le tableau, on voit Dorine Bourneton sur la composition de ce tableau devant son avion. On distingue également la patrouille de France en arrière-plan. Oui, elle a volé avec la patrouille de France, absolument. Quelle idée derrière ? Voilà, comment vous avez peint ce tableau ? Écoutez, j'ai discuté avec elle parce que je l'ai vue quelques temps après. Elle croyait pas trop que j'allais revenir, quoi. Et puis, elle m'a dit, écoutez, la patrouille de France, il y a des personnes que j'aimerais bien voir. Entre autres, il y a Adrienne Bolland.
qui a traversé la Cordillère des Andes. Il y a Raymond Delaroche ou Brigitte Revelin-Falcos qui l'a énormément aidé pour son combat pour les handicapés. C'est ces deux visages qu'on voit également sur les trois visages. Il y a 3 absolument. visages en plus de celui voilà, dans notre sur ce tableau. Voilà. Sur la réalisation du tableau, combien de temps ça vous a pris? 2 mois à peu près. 2 mois pour réaliser ce tableau. Et est-ce que vous comptez lui en faire cadeau peut-être? Bien sûr. C'est une évidence. C'est évident. Alors, portrait de femme qui n'est pas vous n'êtes pas, je vais y arriver, à votre galon d'essai. Lors du dernier Art Capital, vous aviez fait le portrait de Manon Valentino, championne de BMX, qui a participé au dernier JO de Rio en 2016. Oui. Elle aurait pu ne pas y participer, puisqu'elle a eu une grosse blessure juste avant ces JO. Ces femmes battantes, ça vous inspire, oui? Manon, pourquoi? Parce qu'en fait, je voulais traiter de la course, et puis je voulais une femme absolument, parce que c'est un monde d'hommes. Et Manon, effectivement, elle ne devait pas faire les Jeux Olympiques. J'ai dit, c'est pas très grave. Et en plus, elle était très jolie. Et en plus, elle est arrivée en finale des Jeux Olympiques. Alors, c'était super pour moi. Moi, c'est la représentation du BMX au Grand Palais. Pour moi, c'est, j'aurais exposé quelqu'un qui fait du BMX au Grand Palais. Pour moi, c'est génial, quoi. D'ailleurs, vous êtes vous-même, on l'a dit en début d'entretien, un ancien athlète de BMX de très haut niveau, champion de France 87, vice-champion d'Europe en 89. Comment on passe du BMX à l'art, à la peinture? Pour moi, c'était simple. Pourquoi? Parce que les mêmes sensations, le défi, c'est dangereux psychologiquement et à la fin, on s'expose. Et voilà, c'est ça, c'est exactement pareil, les mêmes sensations que j'ai retrouvées. Et pour moi, c'est génial, quoi. Je ne peux plus en faire, donc voilà, maintenant c'est la peinture. Et sur votre style, quand on voit les deux tableaux, on sent de la pop art réaliste, on sent qu'il y a une aspiration un peu urbaine aussi dans ces tableaux. Oui, tout à fait. Essayer de faire des choses un petit peu, on va dire, nouvelles. Et écoutez, moi je peux partir dans tous les sens, c'est pas très grave, j'en fais qu'à ma tête en fait, voilà. Et vous exposerez donc, je le rappelle, Jean-Claude Laubrier, un portrait de Dorine Bourneton au 12e Salon Art Capital. Merci d'avoir été avec nous. Le salon qui se tient de demain à dimanche au Grand Palais à Paris. Et pour plus d'informations sur cet événement, vous pouvez vous rendre sur le site internet qui s'affiche en bas de l'écran. On termine ce journal par votre rendez-vous hebdomadaire dans cette édition. Le portrait de la rédaction est consacré à Michel Allard, un pionnier du club de basketball de Trappes. Il y a joué puis entraîné. Samedi soir, l'homme a assisté au match de l'ESC Trappes face au Havre. Un rêve réalisé alors que son état de santé s'était dégradé. Une sortie rendue possible par l'association manicoise éducative et culturelle. Rencontre signée par Nicolas Dandry. Il n'a pas pu s'en empêcher. À près de 80 ans, Michel Allard a tenté quelques tirs au panier. Cet ancien joueur et dirigeant du club de Trappes-la-Verrière est venu voir jouer les seniors de National 3. L'occasion d'évoquer ses souvenirs d'entraîneur. Quelques photos, peut-être que vous êtes dessus? Non, il doit y avoir Nazel là. Il y en a un que je rappelle qui a loupé sa carrière. C'est Rachid. Rachid, finalement, il a la caméra. Rachid, il nous a trahis. Il devait signer. Il a boudé. Et il a préféré rester à la Il aurait dû jouer en professionnel. Depuis son AVC en 2009, il n'avait plus revu un match de l'ESC Trappes. Un manque pour ce passionné qui a marqué ses premiers paniers à l'âge de 8 ans. Ça m'appelle tous les sacrifices que j'ai rendus pour le basket. Pour moi, le basket, c'était ma famille. C'était plus que ma famille. C'était ma famille à moi. Quand la rencontre débute, Michel Allard n'hésite pas à commenter les actions. Son passé d'entraîneur ressurgit sur le bord du terrain. Plus vite les passes. C'est trop long ça. Allez, la balle, donne la balle. Je trouve qu'ils sont trop longs pour partir en contre-attaque. Les Rouges, ils sont encore là. Ils pourraient partir en contre-attaque et les prendre en contre-attaque. Sur le banc de touche à ses côtés, l'association manicoise éducative et culturelle a organisé cette sortie et surtout sa petite fille Alexandra. Ça me fait très plaisir, surtout que c'est quelque chose qu'il voulait faire depuis un moment. Donc moi, ça me fait plaisir de l'accompagner ce soir pour ce beau match en fait. Quand j'étais plus jeune, je l'accompagnais à ces matchs de basket. Donc je regardais, donc j'ai toujours baigné dedans. Accompagner les seniors dans leurs rêves et leurs envies par l'intermédiaire de jeunes adultes ou d'adolescents de la commune de Magny ou autre. Lors de cette rencontre, Trappes s'incline finalement sur le score de 64-88 face au Havre et le passionné dresse son bilan par rapport à cette défaite. Il faudrait qu'ils apprennent l'ancien basket.
C'est-à-dire Ils ne savent pas faire une contre-attaque. Ils sont trop personnels. Il est resté le même personnage, à savoir très impliqué, pas toujours modéré dans ses appréciations. Faudrait qu'il revienne la prochaine fois et on fera mieux, on gagnera au moins. Et Michel Allard compte revenir pour une prochaine rencontre de l'ESC Trappes, avec l'espoir d'assister cette fois-ci à une victoire de son club. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Reportage et replay à retrouver sur notre site internet et notre application mobile TV78. Excellente soirée à tous.